Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct et en supplément le lundi à 13h30 pendant une demi-heure pour évoquer notamment les enjeux techniques de marché, le plan de trading de Smart Bourse chaque début de semaine avec les équipes d'IG. Alexandre Baradez sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure alors qu'on assiste toujours à une bonne tenue des actions européennes mais des actions américaines également après cette séquence de rallye entamé sur les points bas de fin octobre, un rallye qui a été plus puissant aux États-Unis qu'en Europe. C'est une constatation que tout le monde partagera, mais on notera quand même que les actions européennes restent tiltées à la hausse en ce début de semaine, qui sera d'ailleurs une semaine d'échéance mensuelle avec l'expiration prévue sur la séance de vendredi de différents contrats futurs et produits dérivés, notamment sur indices, donc peut-être des enjeux techniques supplémentaires au terme de cette semaine. Le CAC tourne autour de 7060 points en ce début de semaine. Alexandre Baradez donc avec nous dans un instant. Pendant cette demi-heure, nous ouvrirons également la dimension macro émergente avec bien sûr la Chine, l'éléphant dans la pièce quand on parle de la sphère émergente, mais plus généralement, comment réfléchit-on aux perspectives des grandes économies et des grands marchés émergents pour 2024 sur le plan économique bien sûr, avec une dimension politique qui sera également intense puisque nous aurons une série, un déluge de rendez-vous électoraux, notamment dans la sphère émergente, à commencer par les élections à Taïwan au mois de janvier, qui marqueront justement le coup d'envoi politique pour les émergents au début de l'année 2024. C'est Irina Topasseri, économiste senior, spécialiste des émergents chez AXA IM, qui sera avec nous pendant cette demi-heure d'édition. Et puis nous suivrons tout au long de la semaine une série de chiffres économiques consacrés à l'inflation. Nous aurons dès demain l'inflation américaine pour le mois d'octobre qui sera publiée à 14h30. Nous aurons également au cours de la semaine l'inflation britannique, toujours pour le mois d'octobre, et puis des chiffres de consommation également avec les ventes au détail américaines qui seront publiées ce mercredi, là aussi pour le mois écoulé. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Mais d'abord, comme chaque lundi à 13h30, en direct et à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr, le plan de trading de Smart Bourse. Alexandre Baradez à nos côtés en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Alexandre. Oui, ouais. Rebond ou bull trap ? C'est un peu la question, parce que le rebond, on l'observe depuis les points bas de fin octobre en Europe et aux États-Unis. La question étant l'ampleur devant nous peut-être de la poursuite ou non de ce rebond. Est-ce qu'il y a un piège derrière ce rebond pour les investisseurs ? Ouais, en tout cas, le sentiment premier déjà, c'est que la consolidation que nous vivons finalement depuis un bout de temps est toujours en place, avec toujours cette idée que le marché n'a pas vraiment de quoi décrocher complètement, donc il n'y a pas de sentiment que ça va vraiment lâcher d'un coup, et de la même manière que les catalyseurs à la hausse, et on va en reparler, ce qu'on a pu peut-être entrevoir la semaine précédente, pas la dernière, mais celle d'avant, à savoir des chiffres, à trouver un bon des US qui ont lifté les actions et fait baisser les taux. La semaine dernière, il y a eu un petit retour quand même du higher for longer qui a été rappelé gentiment par Jérôme Powell et Christine Lagarde également. Et donc, on sent bien qu'il y a cette volonté de la part des banquiers centraux de piloter le sentiment obligataire dans une zone haute, éviter que ça détende trop fortement. Et à la fois, on sent que si les stats américaines qu'on a eues il y a une quinzaine de jours sur l'emploi, sur l'ISM, si ça devenait quelque chose de récurrent, effectivement, Jérôme Powell aurait moins de mal à laisser le marché obligataire ajuster un peu les niveaux par rapport à ça. Ce serait ça le pilotage, justement. Mais on voit bien qu'ils n'en ont pas encore eu assez de ça. Donc, quand le marché obligataire s'étend un peu trop et que les actions, je ne dis pas que les actions, mais que l'obligataire se détend trop vite, mais ils nous remettent un petit coup de rappel de higher for longer. Mais l'idée, c'est ça, c'est que moi, d'un point de vue technique, on va donner des petits niveaux, mais on ne voit pas d'éléments ni très fragiles, ni très forts non plus. Donc, c'est ce sentiment que la volatilité à 14, elle peut monter à 20 sans trop de problèmes. Au-delà de 20, pourquoi ? Et aller tout de suite à 10, 12, pourquoi aussi ? Il n'y a pas non plus le contexte entre le Proche-Orient, les taux, etc., et la macro aussi comme qui ralentit. Il n'y a pas de quoi non plus d'étendre aussi vite au niveau de la volatilité. Donc, c'est ça l'idée. C'est de voir les messages monétaires, en tout cas, c'est comme ça qu'on attendait. La semaine
précédente, avec la détente des stats américaines, le marché obligataire avait vraiment réagi sur la partie longue également de la courbe. Oui, ça, c'est important. c'était les ISM. Alors, c'était la semaine aussi, donc il y a 15 jours, de la réunion de la Réserve fédérale américaine, une approche plus équilibrée, et derrière, une série de chiffres ou des enquêtes ou les chiffres d'emploi également, qui montraient quand même l'idée d'un refroidissement de l'économie américaine, partant sur des niveaux de chauffe ou de surchauffe importants. On a tous en tête encore le chiffre de croissance au 3e trimestre pour l'économie américaine. Pourquoi le marché avait aimé ça? Parce que Jérôme Powell souffrait de ne pas voir arriver ce ralentissement, surpris par la résilience économique. Enfin, semble-t-il, on commence à la voir arriver. Donc ça, c'est un élément... Et vous dites, voilà, dès qu'on voit les taux longs rebaisser de 30-40 points de base, du point de vue de la Réserve fédérale américaine, tout de suite, ça provoque un petit sentiment d'inconfort en disant, attention, parce que si je suis plus équilibré, moi, Réserve fédérale américaine, c'est parce que les taux longs sont à 4,80, 4,90 ou 5%. Oui. Si les taux longs reviennent à 4%, Exactement. Et le combat sera plus dur à mener pour ramener l'inflation à 2%. Mais ce que je vais vous dire, j'hésitais parce que je cherchais ça, c'était des signaux qu'on a aussi sur les anticipations d'inflation. On a vu que vendredi, par exemple, au niveau du Michigan, le fameux indicateur, donc la confiance baisse. Ça, c'est pas vraiment un problème pour Powell, parce que si la confiance des consommateurs baisse, c'est que leur consommation va aussi un peu ralentir. Et je ne pense pas qu'il soit contre ça non plus dans la partie des services. Par contre, de voir que les anticipations des consommateurs en termes d'inflation à 12 mois se redressent assez vigoureusement, même pour ne pas dire très vigoureusement, depuis 2 mois, ça, c'est la fameuse question des anticipations d'inflation. Et ça, effectivement, ça peut justifier aussi une question, d'une rhétorique qui resterait. Et c'est là que, selon moi, que le marché action, s'il devait consolider un peu plus, c'est-à-dire même retracer un peu une partie de ses gains, c'est là que la vulnérabilité se trouverait. C'est de se dire, on voit que la macro ralentit, Chine, pas dynamique, Europe, il y a vraiment un momentum de ralentissement, et États-Unis qui commencerait maintenant. Et face à ça, on attend tous le moment où ça pivote un peu, où ça commence. Et si ça n'arrive pas, c'est là qu'il y a un peu d'effet de tenaille pour le marché action qui pourrait l'empêcher finalement d'aller chercher rapidement les points hauts. Si on regarde quelques enjeux techniques pour un indice action européen comme le DAX, Alexandre, on le voit très bien avec votre graphique, comment les résistances de 2022 notamment sont devenues pour l'instant des supports pour les indices actions. Oui. Alors ça, c'est ce qui est intéressant de voir, c'est des niveaux qu'on voyait déjà avant d'avoir testé. C'est-à-dire que le CAC, on était à 6008, le DAX c'était 14007. C'est des niveaux qui sont des niveaux techniques. On les trace parce que le marché les touche à plusieurs reprises. Et on voit une fois de plus que le marché réagit. Donc ça, c'est quand même un très bon signe malgré tout pour les investisseurs moyen-long terme. C'est-à-dire que c'est quand même des belles zones de réaction. Donc les gestions qui veulent allouer du cash ou autre, dans ce genre de niveau-là, je pense que certaines gestions rentrent dans ce genre de trou-là. Donc le fameux buy the dip, je pense, il est toujours d'actualité. La question, c'est est-ce que c'est le dip avant un V, c'est-à-dire est-ce qu'on repart de manière cadencée, séquentielle et sans se retourner, ou est-ce qu'on est parti dans cette zone un peu haute comme ça, entre 14007 et puis les sommets historiques, pour le CAC, le DAX, donc dividende inclus, est-ce qu'on est parti pour faire des vagues, voilà. Et si vous regardez en fait la grosse oblique support qui passe par le creux de 2020 et de 2022 et le niveau horizontal, c'est une espèce comme ça de triangle, biseau, et moi je verrais bien le marché être comprimé là-dedans pendant plusieurs mois encore, ça va faire des oscillations, mais avec une zone basse qui quand même se redresserait progressivement pour in fine sortir par le haut. La question, voilà, c'est quand même une zone qui est assez haute en fait. Si on regarde ce triangle, la zone basse, elle est quand même dans des zones à 14 000, un peu en dessous de 14 000. Donc il y a quand même de l'amplitude possible. Je dirais que d'un point de vue haussier court terme, si on parle vraiment court terme, tant qu'on est, vous voyez, il y a des moyennes de prix, on les voit, sont en noir, là, 50, 100, et la 200 jours, on ne la voit pas, elle passe au-dessus. Il faut vraiment revenir au-dessus de ce paquet-là, c'est-à-dire de moyenne de prix. C'est-à-dire à quelques clôtures daily, donc journalières, au-dessus des moyennes. C'est notamment la 200, qui est une moyenne assez importante. Tant qu'on est dans ces niveaux-là, moi, je ne suis pas fondamentalement agressivement acheteur. Je suis vraiment très neutre. Je pense qu'il y a autant de probas de retomber à 14 500, 14 700 que d'aller chasser 3-4% de plus. Donc, le test des moyennes de prix, on a le même sur le CAC 40, c'est important à noter aussi. Donc pour l'instant c'est un test, tant qu'on est sur ces 3 moyennes de prix en journalier, pour l'instant je me garde de dire il faut aller plus haut tout de suite, et de la même manière si vous voyez le DAX revient vers 15 000, s'il lâche 2%, parce que les stats sont moyennes ou autres, je pense qu'on peut assez vite revoir le support, le retester, passer un peu en dessous. Voilà. Donc un retour à 15 000 à partir de maintenant, ce sera à nouveau un peu baissier pendant quelques temps, et on peut compter peut-être 4-5% de baisse dans la foulée. Bon, on le rappelle, semaine d'échéance également, une échéance mensuelle, avec une saisonnalité du mois de novembre historiquement positive. On verra effectivement les prochaines séances et la clôture de la semaine seront des moments importants effectivement pour ces enjeux techniques de marché. Quand on regarde alors la tête du Nasdaq, Alexandre, on parlait d'un rebond pour le DAX. Bon, je ne sais pas comment il faut qualifier la série du Nasdaq depuis fin octobre qui a explosé là tous les plafonds. Oui, les plafonds. Alors après, on était très disciplinés finalement pendant quelques mois. Il y a quoi, 8-9% de hausse là, c'est ça sur la séquence pour le Nasdaq, facile. Oui, non, mais c'est 5%. Et ce qui est intéressant,
c'est de voir quand même qu'on était très sagement établi dans un biseau baissier qui était tout à fait confortable et compréhensible. C'est-à-dire la grosse séquence d'avant, après le creux, là, c'était intelligence artificielle, on comprenait bien pourquoi. Ouais. Ensuite, des résultats trimestriels, deux épisodes, on ne va pas dire mauvais, mais mitigés. Donc le marché avec des taux qui remontent en plus, qui remontaient à ce moment-là, on comprend parfaitement pourquoi on atterrit comme ça tranquillement. On sort par le bas, compréhensible aussi quand les taux sont hauts. Et la semaine, il y a 15 jours, voilà, plein de stats dans toutes les attentes. Ça y est, c'est le Pérou pour le marché, parce qu'enfin, on se dit que la Fed va commencer. Donc les taux se détendent et le Nasdaq bondit. Sauf que là, le mouvement, et je mets un point d'interrogation sur la dernière séquence, c'est celle de vendredi. Vendredi, les taux sont vraiment redressés. En gros, si on prend comme référence la semaine d'avant, en gros, le marché avait lâché à peu près 25 points de base. Pas depuis le point haut, depuis le début de la semaine. 25 points de base, on les a quasiment tous repris depuis le point bas. Donc, les taux courts et longs, surtout courts, sont bien redressés. Et le Nasdaq a très bien encaissé ça vendredi. Ouais. Et pour moi, encore une fois, on ne fait pas une tendance sur une journée, mais il y a quand même un truc un peu paradoxal. Pourquoi dans un contexte où les taux courts se retournent assez sensiblement, où les enquêtes en plus du Michigan montrent que le consommateur pense que l'inflation va accélérer un petit peu. La Fed aussi, la BCE, des membres de la BCE, ce matin encore Doug Windows, et semaine dernière un autre qui expliquait qu'on attend un rebond de l'inflation en Europe, un petit rebond. Je trouve que la séquence de poursuite de la hausse des valeurs de croissance est d'être un peu surfaite. Voilà, une petite dissonance, là, vous dites. Dissonance, alors voilà, c'est sur quelques heures pour l'instant, on ne tient pas de conclusion, mais je trouve par contre que le message du higher for longer me semble quand même parti au moins novembre, décembre, janvier. Il y a quand même une notion un peu... Christine Lagarde, elle disait au FT la semaine dernière, du point de vue de la BCE, en tout cas, pas de baisse de taux, au moins dans les 2 prochains trimestres. Voilà. Comme ça qu'elle a formulé, ce qui n'est plus une forward guidance, je le précise, mais elle l'a formulé de cette manière-là dans un entretien avec Martin Wolf du FT. Et donc, pourquoi, en ce cas-là, on peut se dire, le marché n'y croit pas du tout, c'est pour ça qu'il est en train de partir comme ça, mais le marché obligataire a quand même réagi. C'est-à-dire que c'est ça que ça dessus qu'on met le doigt, c'est pas tellement... Si les deux, l'obligataire ou les taux se détendaient encore et que le Nasdaq monte, on comprend. Voilà, il est un peu contradictoire. Donc voilà, moi je verrais bien une séquence, si le higher for longer est vraiment là pour rester, longueur, je ne vois pas le Nasdaq aller chercher le point haut du dernier rallye, en fait. Je le verrais bien rester dans cette séquence-là, qui me paraît correcte. Il y a une amplitude d'une dizaine, 42% de variation possible. Et donc, moi, je le verrais bien d'abord, avant d'aller chercher plus haut, de réintégrer un peu cette espèce de biseau, voilà, revenir un peu au centre. Donc, c'est des niveaux 14 500, 15 000. Voilà, ces zones-là me paraîtraient atteignables dans une phase un peu de respiration de Nasdaq. Bon, on verra, il y a encore quelques publications d'entreprises majeures aux États-Unis et en Europe, mais c'est vrai qu'on arrive à la fin également de la phase micro pour les marchés et pour les analystes. Pourquoi parle-t-on du pétrole également, Alexandre, pour ajouter là aussi de la facilité à l'analyse. On a des cours de matières premières alors, qui ne sont pas déprimés au point d'indiquer une récession économique mondiale généralisée, mais on a des cours de matières premières qui n'indiquent pas grand-chose en fait. Non, alors, d'un côté, c'est plutôt rassurant, c'est de se dire que finalement, malgré tous les épisodes qu'on a eu Proche-Orient, etc., il n'y a pas d'emballement de l'énergie à la hausse. On avait vu le gaz en Europe repartir à la hausse pendant plusieurs semaines et à nouveau, ça se détend un petit peu. Donc, c'est plutôt favorable pour le sentiment inflationniste ou autre. Mais là aussi, ce qui est un peu paradoxal, c'est que le pétrole et les matières premières énergie baissent quand même de manière vraiment claire depuis plusieurs jours et les taux n'ont pas suivi, par exemple. Et on parlait du Proche-Orient à l'instant. Quand ça a éclaté, on était aux alentours de 80-82 $, on était monté à 89 à peu près. Là, on est passé sous les niveaux d'avant-crise Proche-Orient. Et on a l'impression que c'est comme une espèce de balance où la vision macro, actuellement, l'emporte au point d'occulter le risque géopolitique. C'est une hypothèse qu'on avait d'ailleurs dessinée ensemble en disant est-ce que finalement, à un moment donné, le pétrole ne risque pas d'aller vers 75 si effectivement la partie Proche-Orient reste... Alors, évidemment, toute précaution due reste contenue géographiquement. Il n'y a pas eu non plus de contraintes supplémentaires sur l'offre. Je veux dire, je sais que la demande focalise beaucoup d'attention sur la partie offre. On sait que le pétrole iranien est revenu sur le marché. On sait que les États-Unis, dans la mesure de ce qu'accepte de faire l'industrie du pétrole de schiste aujourd'hui, produit à son maximum, entre guillemets, et que les Saoudiens sont attentifs aussi à pas créer trop de dommages de ce point de vue-là. Hein. Oui, donc c'est un cours, finalement, on se souvient qu'il y a quelques mois, l'administration américaine disait « nous on fera les stocks vers 70 ». Et c'est un argument qu'on a toujours dit. On a dit même quand il était à 90, on disait ils vont tenir ça. S'ils le disent, c'est qu'ils veulent le faire à un moment dans ces zones-là. Donc, il y a plutôt des hypothèses pour garder un retour vers 80, peut-être en dessous, j'y croyais pas forcément, mais au moins 80 et se stabiliser par là. Et là, on a effectivement finalement le scénario, je dis presque souhaité par l'administration américaine, d'avoir un baril qui retombe vers 70. Donc, est-ce qu'ils vont un peu bouger sur les stocks? On verra. Il n'y a pas urgence à le faire, je pense pas du tout. Mais voilà, ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est quand même ça. C'est qu'il y a quand même des grosses divergences entre les taux qui sont redressés sur les messages plutôt d'ordre monétaire.
un baril qui devrait influencer les taux, qui ne le fait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on doit ressortir de tout ça ? Peut-être que c'est l'aspect macro qui prédomine sur les matières premières et que les actions ne sont peut-être pas encore assez sensibles. Moi, c'est plutôt vers là que j'irai un peu dans les jours à venir. Mais pas en me disant ça va être la cata sur les actions. C'est en disant il y a une sensibilité qui apparaît peut-être sur les commodities, qui n'est pas un crash de matières premières, et on voit quelques datas chinoises, des PMI, que je pense que ma voisine en reparlera beaucoup mieux dans quelques temps, et qui peuvent accompagner un peu ce scénario. Donc de revoir des indices européens, CAC, DAX ou autres, revenir un petit peu peut-être sous les 7000 ou autres, ça ne me paraît pas dingue dans l'ambiance macro actuelle. Merci beaucoup Alexandre pour cet éclairage des enjeux de marché, des enjeux techniques en ce début de semaine d'échéance, une échéance mensuelle avec l'expiration des contrats futurs attendus ce vendredi sur les indices majeurs. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, avec nous chaque lundi à 13h30 pour le plan de trading de Smart Bourse. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Complétons cette analyse avec la dimension macroéconomique tournée vers les émergents. C'est la spécialité d'Irina Topasseri qui est à mes côtés en plateau, économiste chez AXA IM. Bonjour et bienvenue Irina. Bon. La question pour une économiste comme vous aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on réfléchit aux perspectives 2024 qu'il va falloir mettre sur le papier pour les clients et pour le débat, pour la discussion également, Irina. Et quand on parle des émergents, évidemment, l'éléphant dans la pièce reste la Chine, qui aura été une économie décevante au quasi-terme de cette année 2023. On a du mal à voir des signaux de redémarrage francs et massifs. Est-ce que ce sont néanmoins des espoirs qu'on peut avoir pour 2024 ? Oui, je pense qu'on peut commencer à formuler un peu d'espoir pour l'économie chinoise qui a été largement décevante en fait en début de sortie de pandémie. On l'attendait un peu au goût des autres économies et elle n'a pas connu cet engouement. Donc il y a un vrai sujet de confiance, de manque de confiance du consommateur chinois avant tout. Et en face de ça, vous avez un secteur immobilier qui est dans une situation absolument atone et dont les pouvoirs publics, on se demande s'ils veulent réellement sortir de là ou bien ils veulent plutôt gérer cette lente nettoyage en fait, du secteur. Mais oui, cette purge. Oui. Et donc, c'est autant une question de volonté. Politique, j'entends. Bien sûr, parce que c'est politiquement qu'on a causé en plus cette situation, qu'on s'est attaqué au secteur de propriété, de l'immobilier. Ouais. Et donc, maintenant, le marché a commencé à se questionner s'il y a la capacité de le faire. Je pense que les capacités existent et on commence à voir les premiers signaux. Et c'est ces premiers signaux-là qui devrait nous permettre d'entrevoir une année 2024 un peu meilleure que 2023. En séquentiel, ça doit s'améliorer. Non, mais c'est important. Parce que... En séquentiel, on devrait avoir une accélération de la croissance économique trimestriellement. Donc, je pense que, par exemple, la moyenne 2023 devrait être autour de 1,1% par trimestre. Et on devrait s'imaginer à 1,4% par trimestre. D'accord. Alors, les moyennes annuelles ne vont pas nous raconter la même chose parce qu'on a effectivement une baisse, une croissance moindre en 2024. Mais enfin bon, toute proportion gardée, c'est quand même une Chine un peu mieux, mais pas non plus une traction très forte de l'économie chinoise pour le reste du monde et pour le reste des pays émergents. Donc, et vous dites ça, Irina, c'est le reflet d'un débat politique qu'on peut imaginer intense au plus haut niveau de l'appareil d'État chinois. L'idée qu'il faut purger quand même cette bulle immobilière et que si on se met à soutenir trop fortement l'immobilier, ce serait se dédire par rapport à cet objectif qu'on s'est fixé pour certains. Je suis convaincu donc de leur bien fondé de purge nécessaire pour garantir une stabilité financière à moyen long terme. Et je pense que tout le monde là les rejoint. Je pense que là où les gens ont des inquiétudes, c'est le risque de se tromper dans l'ajustement de cette gestion de crise. Mais bon, ils sont quand même présents. Et je pense qu'une autre chose à rajouter, c'est quand même une forte idéologie au sein du parti, au sein de l'administration chinoise, qu'il ne faut pas soutenir coûte que coûte. En fait, eux, ils n'aiment pas du tout ce concept. Le whatever it takes, c'est pas dans leur culture. Ils pensent que c'est pas du tout ce qui devrait les ressortir de là. Donc, ils ont une vue sur la prospérité commune, comment ils veulent gérer. Mais la relance keynésienne, c'est plus leur truc, quoi. Non, pas du tout. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que derrière les prévisions des économistes, il n'y a pas des fortes convictions, parce qu'en fait, on sent bien qu'en fait, ils vont venir pas à pas.
et ils vont voir, ça marche, bon, ok, on avance un petit peu. Donc il n'y a pas on jette on soudoie un peu tout le monde, on sort par le haut. En fait, c'est pas ça qu'ils entrevoient. Donc on est tous un peu en train de suivre chaque mesure qui est prise. Effectivement, il y en a eu pas mal là en fin d'année qui vont devoir aider justement en 2024. Donc tant mieux. Mais c'est du micromanagement. Mais c'est du micromanagement, effectivement. Donc on n'aura pas une Chine qui vient nous poser un cadre très facile pour les émergents dans leur ensemble pour 2024. Ce qui peut marquer, là aussi, au terme de cette année 2023, quand on regarde la dimension relation Chine-États-Unis, c'est que 2023 a été quand même une année de dialogue, entre guillemets, Irina. Non, mais par rapport à une situation conflictuelle, tendue, frictionnelle. Mais on a vu Anthony Blinken aller sur place, secrétaire d'État américain, discuter au plus haut niveau avec ses homologues chinois. Janet Yellen y est allée également. Et là, on attaque une semaine de sommet de l'APEC en Californie, à San Francisco, avec des rencontres au plus haut niveau, jusqu'à une rencontre attendue ce mercredi entre Joe Biden et Xi Jinping. Effectivement, donc on a une rencontre prévue mercredi, on verra ce qui en sort. On voit déjà des premiers signaux je dirais, soft, positif du de la Chine, où il parle du Boeing, d'essayer de réchauffer. Sur le Boeing 737 MAX, c'est ça, il était interdit en Chine après les accidents et ils sont en train d'enlever la contrainte. Là. Tout à fait, donc il me semble que c'est une façon de la Chine de poser un geste de bonne volonté. Exactement, une geste de bonne volonté, probablement en attendant quelque chose en retour aussi, donc on verra un peu comment ça se passe, mais je pense que l'événement clé pour ces relations-là va être quand même les élections américaines l'année prochaine, et je pense que s'il y en a une élection importante pour les pays émergents l'année prochaine, ça va être quand même l'élection américaine. Oui, tout à fait. Parce que effectivement, et là, je pense généralement le consensus est de s'attendre à ce que s'il y a poursuite, donc si Biden préserve son poste, on est à peu près dans cette connaissance de cause de nos relations, qui sont pas trop froides, mais pas trop chaudes, mais somme toute assez compréhensibles. Mais là, le gros risque, c'est si jamais il y a un retour, surtout de Trump au pouvoir. Et là, on imagine bien qu'il doit y avoir quand même quelque chose qui ne va pas aller dans le sens de la Chine quand même. Ouais. Les élections à Taïwan se déroulent le 13 janvier prochain. Il y a un calendrier incroyable quand même de séquences électorales, notamment pour les émergents historiques. Vous dites, c'est ça. On n'a pas vu une concentration, une telle concentration de tours de vote et d'élections dans la sphère émergente. Là, c'est vraiment tous les mois, on en a plein. Effectivement, on démarre par le Taïwan. Peut-être que Taïwan ne va pas être une élection locale qui va avoir peut-être même pas un fort impact, mais enfin, elle va être regardée de manière géopolitique. Et c'est peut-être celle qui est géopolitiquement parlant va être la plus importante avec celle des États-Unis un peu en fin d'année. Et après, on en aura plein. Donc l'Inde, l'Indonésie, en Asie, on a même des élections qui peut-être paraissent moins importantes après les élections turques présidentielles, mais on a les élections locales, mais qui ont leur importance pour détricoter la situation en Turquie. On a pas mal de pays en Amérique latine. Bon, on a même ce week-end... En ce moment, l'Argentine. Donc, on aura pas mal... Brésil, je crois qu'on revote... Non, on a le Mexique. C'est le Mexique, pardon. C'est le Mexique avec... là, encore une fois, c'est assez intéressant. Et pourquoi on va être très attentif? Parce que venant jusqu'en 2023, post-Covid, on a quand même parlé pas mal de l'exceptionnalisme américain, mais il faut quand même rajouter à ça une résilience des pays émergents, mis à part la Chine, qui a été assez exceptionnelle. Et derrière tout ça, il y a quand même eu beaucoup d'efforts fiscaux. En fait, beaucoup de pays ont quand même soutenu, et certains, même par exemple l'Asie, ils ont soutenu le mouvement de désinflation. Donc, ils ont servi en quelque part les banques centrales en mettant des verrous sur certains prix, en administrant ici et là. Et donc maintenant, on arrive à un point où on se demande si... le stimulus fiscal doit arriver quand même à un point de fin. En tout cas, on imagine une légère consolidation. Et donc, quelque part, les gouvernements attendent aussi des banques centrales le retour du bâton avec des baisses de taux à venir. Mais ce qu'on commence à observer, et on a commencé à observer ça. Bien sûr. Et donc, on était assez ravis. Au Brésil, ça a commencé, par exemple. Au Chili, il y a plein en Pologne, enfin, il y a plein d'économies, en Hongrie, enfin, il y a plein de baisses de taux qui ont commencé à se passer. Mais on sent, avec la crispation dont tu parlais tout à l'heure, qu'on commence à avoir déjà une vague de froid sur les banques centrales émergentes qui se disent attention. Est-ce que je baisse trop tôt? Est-ce que je dois cadencer un tout petit peu?
D'abord parce qu'il faut jauger par rapport à ce que la Réserve fédérale va en faire. Parce que tu me posais la question au départ, comment on aborde... Comment on réfléchit, oui. Parce qu'on doit d'abord regarder les taux longs américains. Bien sûr. Première des données, mais aussi le dollar. Et donc, effectivement, on a du mal à imaginer 2024-2025, en tout cas en 2020, n'allons pas si loin. D'ores et déjà, on imagine mal un dollar qui s'affaiblira de manière considérable. Forte, ouais. Et donc, on est quand même dans un environnement où peut-être au niveau des taux, on va avoir une détente, mais les conditions financières vont se tendre en fait par rapport à l'existence d'un dollar. Il y a une pression dollar qui continuera de s'exercer sur la sphère. Les banques centrales, elles doivent quand même, au-delà de l'inflation, elles doivent gérer aussi les mouvements de capitaux qui peuvent être engendrés par ce dollar fort et donc leur yield, comment dire, le rendement, le taux, oui, va jouer un énorme rôle. L'écart de taux. Donc ils vont probablement être contraints de ce côté-là aussi. Donc vous allez avoir des politiques fiscales normalement qui devraient être contraintes, des politiques monétaires un peu contraintes aussi. Donc en fait, c'est là où il faut voir qui là-dedans peut encore mener des économies en amélioration ou pas. Beaucoup d'investisseurs ou d'analystes dans les émergents ont rapporté ici que beaucoup de ces banques centrales, je pense par exemple au Brésil, ont énormément gagné en crédibilité quand même dans ces 2-3 dernières années. Dans le pilotage monétaire qu'elles ont eu, j'allais dire en anticipation de ce qu'allait faire la Fed notamment, c'est des banques centrales qu'on citait comme fragiles il y a 10 ans, qui sont aujourd'hui... Oui, non mais vraiment, et c'est pour ça... Qui ont level up, quoi. Tout à fait, donc je pense qu'elles ont toutes gagné sur leur pilotage, la manière leur communication, donc tout est très bien. Non, mais c'est important. Et ça se lit normalement dans les anticipations d'inflation, donc tout ça c'est gagné. Et c'est très important parce que vous savez, quand on parle de higher for longer, moi je préfère dire high for long parce que si je vois higher, je commence à avoir peur parce que si je m'imagine la Fed... C'est encore plus haut, higher. Là, ça veut dire qu'on continue de monter, higher. Pour mes pauvres petits émergents, je ne peux pas. Donc je préfère dire high for long, mais high for long nous ramène quand même dans la période 95-97, voire 98, donc ça a été une longue période. Et ça, c'est pas une belle référence pour les pays émergents, mais au grand changement que tu mentionnes tout à l'heure, qui est quand même... Ils ont fait des efforts. Structurellement, ils sont moins fragiles. Structurellement, leurs banques centrales ne sont pas pareilles. Leurs systèmes de change sont flexibles. On surchauffe avant 97. Pas du tout. Enfin, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Donc, on peut tout à fait survivre à cette période sans avoir donc la récurrence des crises qu'on a connues dans cette période-là, et notamment grâce aux banques centrales qui sont quand même largement beaucoup plus, leurs institutions sont beaucoup plus aptes à mener le combat de front. Oui, la crédibilité pour une banque centrale, c'est quand même l'actif le plus précieux. On en parle pour la Fed, pour la BCE, mais du point de vue des banques centrales émergentes, là, c'est plutôt un actif qui a gagné en valeur. Tout à fait. Ces dernières années. Merci beaucoup, Irina. Irina Topasseri qui est avec nous pour nous aider à réfléchir autour des économies émergentes pour 2024. Il y a de la réflexion, il y a de la matière à réfléchir avec la dimension économique et une dimension politique qui sera majeure également pour toute la sphère émergente au cours des prochains mois et des prochains trimestres. Irina Topasseri, économiste senior chez AXA IM qui nous accompagnait pour cette demi-heure d'émission. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.